Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer en compagnie de mon acolyte Geoffroy Barre, rédacteur en chef d'Endurance Mag, et depuis le ponton de chez Porsche. Nous sommes au Mans, Geoffroy. Comment tu vas ? Eh ben ça va, bonjour à toutes, bonjour à tous, on garde le gimmick, mais c'est vrai que là on a un cadre un peu exceptionnel. Alors c'est la première fois qu'on le fait en vrai, oui, c'est vrai. IRL. D'ailleurs je ne t'avais jamais vu. Oui voilà, bien sûr. Et surtout là c'est vrai qu'on a un beau décor. On a demandé évidemment, on s'est pas incrusté chez Porsche comme ça, mais on est dans le petit le local comme tu dis, au niveau du muret des stands. Ouais, sur la banquette des stands en fait, voilà. C'est comme ça que ça se nomme. On a donc la Fast Lane, voilà. On a en face de nous les stands des Porsche numéro 6, 4 et 5 dans cet ordre-là, et on est donc sur la passerelle de commandement de cette Porsche numéro 6 qui a été la plus rapide lors de cette journée test, et donc on en est dans ce 19e numéro. Geoffroy, je suis tout excité à l'idée de revenir sur cette journée test lors de cette 92e édition des 24 heures du Mans, et on va essayer comme d'habitude de donner des infos, des chiffres, des petites clés de compréhension. Ouais, c'est ça, des analyses. On a déjà eu 6 heures de roulage aujourd'hui, donc on a quand même déjà des infos. Effectivement, c'est marrant de se dire qu'on est là où les ingénieurs bossent et reçoivent les datas. On le sait, la journée test, c'est une grosse journée de travail. Oui. 6 heures de roulage, je l'ai dit. Je rentre direct dans le vif du sujet. Ouais, mais justement, alors j'allais te solliciter là-dessus parce que tu dis qu'il y a beaucoup de travail, mais qu'est-ce qu'on fait exactement dans les équipes ? Très bon exemple avec Porsche, qui on est. Ils ont 6 voitures au total. Il y en a 3 officielles, mais 6 au total. Il faut multiplier le roulage, aller tester des longs relais, voir comment les pneumatiques se dégradent. Il faut chercher la performance aussi, travailler un setup de course. Et là, j'ai une petite stat déjà à te fournir. De tête, les 6 Porsche ont couvert 364 tours aujourd'hui. Énorme. Ce qui est plus que la distance, par exemple, que la Ferrari 499P a couvert l'année dernière, la voiture victorieuse. Donc évidemment, c'est réparti sur 6 voitures, donc ça fait quasiment 60 tours par voiture. Oui, vu comme ça, c'est pas si impressionnant, mais au global, on le sait, les équipes entre elles communiquent. Les Porsche aujourd'hui ont bouclé 24 heures en fait, tu vois. 24 heures de course, donc beaucoup de données à analyser. Chez Ferrari, de mémoire, c'est un peu plus de 200 tours si on prend les 3 voitures officielles, enfin les 2 voitures officielles et la F-Corse semi-officielle. Donc voilà, il y a pas mal de choses à exploiter. Et tu l'as dit en entrée de jeu, mais c'est la 6 qui est la plus rapide. On est sur un chrono, je vais te laisser peut-être détailler un peu plus, mais on est sur un meilleur temps de la journée qui est en 3:26.907 et qui est plus rapide que le meilleur temps de l'année dernière. Alors est-ce que ça veut dire, Geoffroy, quand même qu'on peut se baser sur cette hiérarchie avec la Porsche numéro 6 en première position à l'issue de la séance numéro 2, avec la Porsche numéro 4 avec un 3:27.142, donc à 2 dixièmes globalement de la Porsche numéro 6, la Toyota numéro 8 3e, la Porsche numéro 5 4e et la première Ferrari, la numéro 50 en 5e position avec un temps de 3:28.014. Est-ce qu'on peut se baser sur cette hiérarchie pour se dire, ça y est, sur la semaine, ça va être dans cet ordre-là ? Non, évidemment, mais le truc c'est que tu vois, on a au pesage par exemple, aux vérifications administratives et techniques en ville, ce qui est marrant c'est que tous ces constructeurs que tu viens d'évoquer, ils se renvoient tous le statut de favori. Il n'y en a aucun qui veut assumer ce rôle. On pourrait se dire Porsche, ils ont quand même plutôt brillé depuis le début de saison. Comme on le disait, on a même eu un épisode dédié, tous les indicateurs sont au vert pour Porsche. Voilà, il gagne au Qatar. Il y a une Porsche privée qui est quand même très en forme. C'est celle de Proton à Spa-Francorchamps. Il y en a une qui gagne, celle de Jota. Ça s'impose à Daytona aussi. Non, tu vois, chez Porsche. Et en plus, ils ont aussi cette approche entre les pilotes qui sont en IMSA et ceux qui sont en Europe où ils disent, tu sais, c'est très différent. À Laguna Seca ou sur les circuits américains, c'est pas du tout les mêmes conditions qu'au Mans. Donc là, Le Mans, c'est totalement différent. C'est le circuit où on atteint les plus hautes vitesses. Il y a des lignes droites partout. C'est pas comparable aux autres circuits, donc on sait pas. Chez Ferrari, c'est le même discours. Chez Ferrari, on a gagné l'année dernière, mais depuis, la concurrence est féroce. Ils ont affûté leur matériel. Chez Ferrari, ils se disent, nous, on est bon, mais les autres sont aussi au niveau. Et puis, tu as les autres. Alors, Cadillac, j'ai un peu moins échangé, mais Toyota, tu vois. Toyota, ils disent oui, on est bien, mais bon, personne commente la BOP. Alors évidemment. Ça, c'est quand même incroyable parce que personne n'a le côté favori, tu vois. Non, mais personne n'a le droit de commenter la BOP et on va pas le faire non plus. Soyez rassurés. Nous, on a la liberté de le faire, mais moi je trouve qu'elle est plutôt bien. Justement, moi aussi. On voit les résultats. Non, mais moi ça aussi. fonctionne. Mais là où je voulais en venir, c'est que comme tu dis, personne ne veut ce rôle de favori. J'ai parlé à David Fleury pendant le pesage. Alors, je pense que c'était sous forme d'humour. Mais il me dit, cette année, il faudra pas compter sur Toyota. Attends,
Je lui ai dit, bon, moi je pense quand même que les Toyota face aux Porsche, ça va jouer devant. Et chez Toyota, on est dans cette posture, j'ai l'impression en tout cas, de cacher son jeu. Et c'est ce qu'on disait, depuis le début de saison, Geoffroy, les Toyota, elles se montrent très peu et elles attendent, je pense, leur heure pour les 24 heures. Mais en fait, tu sais, c'est un peu un jeu de dupe aussi c'est de la politique. On n'a pas le droit de commenter la BOP et puis ça se fait pas aussi, tu sais, on est quand même dans des années où il y a beaucoup de constructeurs impliqués. Ça fait mauvais genre aussi de critiquer ou de mettre sur les autres les choses que tu n'arrives pas à faire. Donc tu vois, Toyota, non mais sincèrement, je pense que ils se disent ça sera sans nous parce qu'ils voient que devant ça va devant, lapsus, mais les autres, Porsche, Ferrari, etc. ont beaucoup travaillé et je pense que les Toyota seront aux avant-postes. Je pense aussi. Mais ils voient que les autres ont bien bossé. Après, tu vois, il y a quand même des motifs de satisfaction. Toyota, par exemple, ce matin, c'était la voiture qui était la plus rapide dans le deuxième secteur. Et on le sait, au Mans, le deuxième secteur, c'est les Hunaudières, c'est le passage rapide. Donc tu vois, ils sont pas enterrés tant que ça. Je leur dis, on l'a dit dans le dernier épisode, je pense qu'un des paramètres qui va être important à surveiller, ça va être la météo. Pluie ou pas pluie, mais surtout température. Est-ce que les pilotes, ils donnent peu de données techniques là-dessus, mais quand tu les interroges, il y en a beaucoup chez Porsche, ils disent si les températures sont fraîches et qu'on se retrouve en piste avec des pneumatiques qui ne sont pas exactement dans la fenêtre de performance attendue, on peut galérer. Tu vois, en fait, ça va être ça la clé, je pense. Vraiment. Je suis d'accord, d'autant plus que cette année, on l'a déjà rappelé, mais on peut le rappeler, il n'y aura pas de couverture chauffante ni de cabane de chauffe qui sont prêtes. Donc que ce soit en LM GT3, que ce soit en LMP2 ou en hypercar, évidemment. Donc ça va complexifier un petit peu le travail. Il faudra partir avec des pressions un petit peu plus hautes. Et moi, ce que j'allais aussi dire, et j'allais rebondir sur ce que tu évoquais, s'il pleut, je ne suis pas certain que les LMDH soient mieux armés que les voitures de la catégorie hypercar, les LMH, comme Ferrari, comme Toyota, ou encore comme Peugeot. Ouais, c'est ça, qui sont 4 roues motrices. Après, je sais, c'est vraiment, là, c'est l'inconnu. Et alors, élément qui rajoute aussi à la complexité pour même pas définir un favori, mais déjà à définir une hiérarchie. Aujourd'hui, il y a 14 voitures qui ont fait, dans la catégorie hypercar bien sûr, il y a 14 voitures qui ont roulé plus vite que le temps de l'année dernière à la journée test. 14. Sachant que déjà l'année dernière, on cachait un peu son jeu. Bon, sauf que parmi ces 14 voitures, tu as notamment la Lamborghini SC63 numéro 63 et tu as la BMW numéro 15. Des voitures qui sont, entre guillemets, alors la Lamborghini encore plus qui est toute neuve, et la BM qui a déjà une saison, certes en IMSA, mais qui a posé ses roues sur le circuit des 24 heures du Mans pour la première fois ce matin. Et elle est déjà plus rapide que le meilleur temps de l'année dernière. C'est vrai que ça en dit long, sur cette belle édition qu'on va vivre. Et donc, si Lamborghini tient ce qui était depuis le début de saison leur marque de fabrique, c'est-à-dire relativement fiable, il y a eu un problème à Spa-Francorchamps de suspension, mais sinon, il y a quand même de la belle fiabilité. On a vu, il y a un exemplaire qui a fini 2 heures de Sebring, donc ça tient. S'ils le font, je mise pas sur une victoire Lamborghini, je change pas mon pronostic. Mais n'empêche que tu vois, la performance, elle est là. Depuis le début de saison, on se dit, Lamborghini, il en manque un peu. Ils sont meilleurs que l'année dernière, déjà. C'est incroyable. Après, le temps de la journée test, c'est pas le temps de la qualif non plus. Non. Ça va baisser encore de 3, 4, 5 secondes, je sais pas, mais voilà. Il y a ça exactement. Et puis, pendant la journée test, en fait, je me suis aussi posé cette question. Et pour ce numéro 19 de l'Endurance Club, j'ai voulu aussi aller demander dans les stands, puisqu'on a la chance d'être sur place, un petit peu l'usage et l'utilisation de cette journée test pour les équipes et pour les pilotes. Et en fait, ce qu'il en ressortait, j'ai notamment pu aller voir Xavier Combet, je suis allé voir Mathias Bech. Et en fait, ils m'ont tout simplement dit que cette journée-là, elle était faite pour faire toute une batterie de tests. Test, j'allais dire, de performance, mais c'est pas vraiment la première utilité. L'utilité principale, c'est de voir le niveau de grip qui monte en puissance, j'allais dire, tout au long de la journée, parce que cette piste, elle est encore un peu verte, évidemment. Et puis, de tester toutes les pièces de réserve, de rechange, finalement. Donc, en fait, on faisait des arrêts au stand, on enlevait la partie arrière, on enlevait la partie avant. Je parle pour les LMP2, par exemple. Et en fait, on s'assure que toutes les pièces de rechange soient au moins déjà utilisées. Un peu rodées, ou en tout cas... Exactement, pour pas avoir de mauvaise surprise après. Donc, en fait, elle est très importante. Et c'est ce que Xavier Combet m'a dit. Même si il va peut-être pleuvoir en fin de semaine, on prend toutes les informations dont on a besoin. Là, il fait, je sais pas moi, 20 degrés. On prend à 20 degrés les pneumatiques, à quel moment ils utilisent et comment ils fonctionnent. Et on prendra donc à travers ces notes-là, eh bien, les enseignements qu'il faudra. Donc, elle est vraiment décisive quand même, cette journée test. Et alors, je vais même aller plus loin. Elle est aussi très importante pour les organisateurs, puisque la CO, la FIA, il y a eu des simulations ce matin de safety car. Tout à fait. De full course yellow, de slow zone.
Il y a même eu du drapeau rouge. On a eu du drapeau rouge. Bon, alors je sais pas. Non, ça c'était pas volontaire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça, ils préviennent pas. Ils disent juste, on va le faire aujourd'hui. Tu sais, c'est un peu comme quand t'étais gamin à l'école, il y a une alerte incendie. Les enfants sont pas toujours au courant. Ou une interro surprise. Ah bon, voilà. Mais sinon, tu vois, t'es pas toujours au courant. Tu sais que ça va arriver dans la journée, tu sais pas quand. Et là, bah voilà, il y a, je sais pas combien, 30, 40 voitures en piste et d'un seul coup, il y a un safety car et donc, ok, il faut. Et même pour aller plus loin et vraiment dans le détail, si ça vous intéresse. Il y a le chronométreur, les personnes qui s'occupent d'enregistrer les temps, de tout vérifier, qui s'appelle Alcamel, qui est partenaire de la CO et qui s'occupe de tout ça. Alcamel, ils font aussi des simulations, c'est-à-dire que ce matin, on avait le classement en fonction du meilleur temps. Et puis au bout d'un moment, il y a eu un drapeau rouge, on a relancé la session, et là, le classement était en mode course. Oui, et alors là, on a vu BMW qui était devant, notamment à un moment, parce que c'est la voiture qui tournait le plus. Isotta Fraschini. Alors après, voilà. Bravo. Et Isotta Fraschini, d'ailleurs, si tu veux une petite stat aussi, puisqu'on est dans l'Endurance Club, et je t'avoue que le décor est quand même incroyable. C'est incroyable, moi j'en reviens même pas, hein. Franchement, mesdames et messieurs, d'ailleurs on vous attend nombreux toute cette semaine, si vous avez la chance évidemment de venir au Mans, et si ce n'est pas le cas, eh ben, on vous attend nombreux aussi, alors c'est pas encore l'heure de C'est quoi ton actu, mais sur l'application WEC et sur le site officiel lemans.org. Alors statistique, Isotta Fraschini, c'est la voiture qui a été la plus rapide aujourd'hui en vitesse max. D'accord. C'est la voiture qui a atteint la plus haute vitesse, enfin en tout cas c'est celle qui a été flashée le plus haut, 345,6 km/h. Tu vois, pas mal, hein. C'est pas mal, mais première cette voiture... mini victoire d'Isotta. Alors, ils n'ont pas beaucoup tourné, j'ai plus le nombre de tours en tête, mais c'est pas énorme en termes d'expérience, on va dire, glanée. Mais en tout cas, c'est marrant, cette stat, 345,6, ça fonctionne bien, quoi. Ça ira plus vite, je pense, hein, évidemment, mais au moins déjà elle est bien née, cette voiture. C'est un petit peu ce qu'il en ressortait pendant la journée de pesage. Elle est bien née, elle est exploitée au mieux par les équipes de Gilles Duquesne notamment. Voilà, il y a peut-être une petite discussion qui a à faire des réglages, on va dire, entre l'Italie et l'équipe française, parce que il faut se roder tout simplement, et puis les pilotes ont besoin d'apprendre aussi cette voiture avec le leader, Jean-Carl Vernet. On va pas revenir en détail sur Isotta Fraschini, mais c'est un projet qui n'est pas né comme ça. L'équipe de Gilles Duquesne est arrivée dans ce projet un peu tard. Ça devait être Vector au début on est en face de leur stand d'ailleurs. C'est Vector qui devait reprendre le projet, enfin accompagner ce projet et s'occuper de l'exploitation. Finalement c'est Duquesne, mais il y a de belles choses en termes de chronomètres qui sont à l'arrière du peloton des hypercars, mais ils ne sont pas non plus en train d'errer au milieu des LMP2 ou des GT3. Donc Gilles Duquesne, intéressez-vous à ce projet, parce que je dis ça parce que je l'ai rencontré, tu le connais aussi un petit peu, et dans les médias c'est quelqu'un de très généreux, et son discours, si on peut le résumer ainsi, c'est pas lui faire offense de résumer tout ce qu'il dit en 2 phrases, mais en gros c'est de dire intéressez-vous à ce qu'on fait, jugez-nous sur les performances sportives, mais voyez ce qu'on fait, soyez curieux, parce que c'est la plus petite équipe, c'est le petit pousset. Peut-être qu'ils peuvent créer la surprise. Mais en tout cas, il y a une vraie aventure, il y a une vraie histoire derrière tout ça. Et moi, je trouve que ça fait aussi partie de l'identité du Mans. Et dans cette catégorie hypercar où on a un déferlement de Porsche, on les a devant nous, tu vois, où tu as des moyens colossaux. Si vous nous écoutez et que vous n'êtes pas encore au Mans, que vous allez venir par exemple pour les essais ou pour la course, vous allez voir, dans le paddock, c'est incroyable. Les structures qui sont montées, on sent qu'on est dans des années folles, quoi. Ah mais là c'est incroyable. C'est vrai que 2024, les 24 heures, cette 92e édition, en fait, je parlais avec Alpine tout à l'heure et je leur dis mais il est où votre dispositif, votre réceptif finalement, parce que moi j'avais l'habitude d'une remorque ou en tout cas qui se dépliait, et là ils me disent ah non, là on est constructeur. Donc là c'est fini, on n'a plus la petite remorque, on a les gros Algeco, on a vraiment les grosses structures comme BMW, comme Cadillac, comme Porsche. C'est vraiment une année où on est tout simplement avec des moyens qui sont des moyens de constructeurs. On est dans un championnat du monde, ça c'est toujours le cas évidemment, mais là on se rapproche de la F1 doucement et sûrement. Et puis, tu sais, j'entendais ça l'autre jour, je sais plus dans quel podcast peut-être ou vidéo, mais sur le fait que Le Mans avait eu un impact l'année dernière sur les ventes de voitures chez Peugeot, tu vois, vraiment où ils l'ont mesuré, c'est-à-dire qu'au mois de juin, ils ont vu qu'autour de cette période-là, il y avait un intérêt. Alors on achète souvent des voitures quand il fait plus beau que quand il pleut, on est d'accord, mais il y avait quand même cette touche, tu vois, cet impact. Et ça c'est plutôt rassurant, je trouve. Mais surtout ça veut dire que les constructeurs, il y a un vrai enjeu aussi derrière tout ça, et moi je trouve ça top parce que du point de vue, si je garde mon œil spectateur, et tu sais, si tu gardes un peu un œil candide et que tu prends un peu tu prends les choses que tu croises au Mans comme ça, de manière plus fraîche, c'est génial parce que les constructeurs ils jouent le jeu, ils ramènent des modèles de route que tu peux voir de près. On n'est pas tous rendus le samedi dans les concessions pour aller voir une Alpine ou une BM, tu vois. Là tu peux croiser des MK, tu peux croiser des Alpines à 110. Il y a ce côté
salon de l'auto, tu vois, un peu grandeur nature. Moi, je trouve ça cool, quoi. Porsche, ils ont toujours fait des efforts. Bien sûr. Ferrari, il y a une j'en ai vu une, je sais pas s'il y a les deux, mais il y a une 499p aux couleurs de celle qui roule, qui est dans le village, que tu peux approcher à 1 mètre, quoi. Je trouve ça ouf, cet effort qui est fait par les marques. Ouais, je suis d'accord, complètement. Alors justement, tiens, tu parlais de Peugeot, on va Oui. parler d'Alpine, on va parler également de Cadillac. Ils ont un petit peu moins montré leur niveau, on va dire, aujourd'hui. La Peugeot 94 est 13e, avec un temps de 3,29,3, et la 93 est un petit peu plus loin, en 3,29,8 pour Peugeot. Moi, je trouve que ce sont les Cadillac, vraiment, qui ont moins montré leur couleur aujourd'hui, avec la 311 qui est 14e, la numéro 3 est 19e, et la numéro 2 est, elle, en 16e position. Mais il n'y avait que 2 pilotes, alors c'est pas ça qui a fait le résultat, mais que 2 pilotes donc sur la 2 et 3 sur la numéro 3, mais pas Scott Dixon, c'est Tristan Vautier qui était avec Sébastien Bourdet et Roger van der Zande. Écoute, j'ai ces deux constructeurs où c'est vrai que c'est difficile d'avoir un avis. Alors Peugeot, nouvelle voiture, hein, encore une fois on va dire. Oui, c'est ce qu'on disait, il y a cet apport de l'aileron, mais il y a une nouvelle BOP justement qui est mise en place. Quand tu vois la voiture, elle est vraiment différente, elle a évolué, c'est pas simplement un renommage et on ajoute un aileron, non, il y a vraiment eu cet effort, ce travail, donc est-ce qu'il repart d'une feuille blanche? Peut-être pas totalement, mais peut-être à 70-80%, tu vois. Et pour Cadillac, je me l'explique pas. Je sais pas, est-ce qu'ils sont un peu en train de payer aussi le fait qu'il n'y ait qu'une seule voiture en championnat du monde? Est-ce qu'ils sont en train de payer peut-être des choix aussi? Tu sais, on le sait qu'ils vont changer d'équipe d'exploitation l'année prochaine. Alors d'ailleurs à ce sujet-là, c'est pas encore fait à 100% pour Jota. On est encore. Non, bien sûr, mais ça sera plus avec Chip Ganassi. Oui, ça je suis d'accord, voilà. Mais moi j'étais quand même persuadé d'après les infos que j'avais que Jota avait signé quasiment. Bon, on en prend le chemin. Si Jota gagne Le Mans, ils resteront chez Porsche. Oui, c'est peut-être ça ce qu'il faut retenir. Non, mais voilà, en tout cas chez Cadillac, moi je pense vraiment qu'on fait du sandbagging. On est habitué aux États-Unis à le faire. Pas. Tu crois? Je pense. Je sais pas, tu vois. On est trop loin là. Après, là ce matin, c'était pas du sandbagging. La jaune qui sort, il y avait un problème de pompe de freinage qui part en piste. Il y a une crevaison, il peut pas rentrer. Enfin, j'ai l'impression, tu sais, que l'année dernière, Cadillac avait fait plutôt une bonne impression. On l'a déjà dit dans le dernier épisode, 3e, 4e et 17e. Mais les 3 voitures à l'arrivée, ça fait partie des constructeurs qui ont 100% d'arrivée, tu vois. Et peut-être que là, la deuxième année, il va y avoir ce phénomène un peu de... Je sais pas, c'est bizarre, tu vois. Ok. L'année dernière, ils ont posé la caisse ici et putain, ça marchait direct, quoi. Et là, il y a un sentiment de... Je sais pas. Aujourd'hui, ils étaient totalement invisibles. C'est vrai, on les entend, mais... ça, on les entend. Le moteur est génial. Ouais. Non, par contre, alors ça, j'anticipe un peu sur le GT3, mais j'ai eu quand même c'est un plaisir auditif, quoi. Parce que là, le nombre de bruits de moteur différents que tu as avec les GT3, c'est incroyable. Les Ford Mustang et tout, enfin bref. Mais ouais, effectivement, un petit peu en retrait, Cadillac. Je sais pas trop quoi en penser. Bon, après, on va pondérer aussi nos propos, et c'est ce que l'on disait. On est dans une journée test. Journée test, hein. Bon, dimanche. Voilà, on prend ses marques aussi. Tristan Vautier, en tout cas, a fait ses 10 tours. Et donc, s'il y a un problème chez Alex Palou ou chez Scott Dixon, ou même d'ailleurs sur un autre pilote, exactement, ouais. Eh bien il pourra rouler. Il a fait forte impression d'ailleurs, je le répète, mais j'aime tellement Tristan Vautier en IndyCar à Détroit. Il a vraiment repris le volant comme ça et c'était très fort. Donc voilà, il est pilote réserve chez Cadillac. Et tu sais, on en parlait, je plaisantais sur Romain Dumas dans le dernier épisode, mais regarde comme les choses ont évolué. On a enregistré il y a un peu plus d'une semaine l'épisode, ou une semaine, ouais. Regarde comment ça a évolué. Donc on a eu Dorian Pain qui s'est blessé, donc Raël Frey, ok, il y a un remplacement. Mike Conway. Attends, ça on l'a pas évoqué parce que non, mais bien sûr, je l'ai appris au pesage vendredi. Attends, Mike Conway. Il fait vélo avec qui? Avec José Maria Lopez. Ils tombent tous les deux. Sauf qu'il y en a un qui peut pas faire la course. Attends, je savais pas qu'ils étaient deux, ça j'avais pas le détail. Et donc du coup, blessé un peu au dos et aux côtes. Exactement, et donc inapte pour faire la course. Et donc là, normalement, il y avait Ritomo Miyata. Oui, sauf qu'il est chez Cool. Sauf qu'il est chez Cool Racing. Et donc chez Toyota, ils se sont dit, ok, normalement ça revient à Ritomo, mais il a jamais roulé en compétition avec la Toy. Ça aurait été d'ailleurs, je pense, trop risqué. C'est un choix, c'est un équilibre qui a été fait. Et donc, ce qui veut dire quand même que José Maria Lopez, qui était initialement chez Lexus, est donc rappelé dans l'équipe mère. Exactement. Et ce qui se passe ensuite, c'est quoi? C'est que finalement, il faut trouver un pilote chez Lexus. Voilà. Et ce pilote que l'on trouve, eh bien, c'est un pilote qui est habitué, qui a gagné en IMSA. Jack Hawksworth, il est arrivé, il avait vraiment le décalage horaire, le jet lag complet.
mais il avait le sourire avec la combinaison de Van der Linde d'ailleurs. Alors je suis pas sûr qu'il retrouve ses marques avec la Lexus version WEC par rapport à la Lexus version IMSA. Non, c'est vrai. Bon. On y reviendra tout à l'heure. Mais tu vois, ce que je voulais dire, c'est que Tristan Vautier qui se qualifie, c'est très bien. Les pilotes qui ont leur licence à jour, leur combinaison, leur casque et qui ont fait qui sont éligibles, oui. Eh ben, ça peut servir parce qu'il peut encore y avoir. Enfin, tu vois, c'est des événements que tu peux pas prévoir. Mike Conway, comme je l'ai appris, j'étais comme toi, je me disais, ça y est, José. On l'a toujours, tu vois. On a une histoire avec ce pilote. Tu sais que d'ailleurs, finalement, tous les anciens vainqueurs du monde seront. C'est ce que j'allais dire parce qu'il y avait 12 anciens vainqueurs, on n'en a plus que 11, voilà. Mais on devait avoir donc un ancien vainqueur qui était en GT3, c'est plus le cas. L'exception, tu vois, l'exception, et finalement non. Donc bon. Mais ouais, c'est marrant ces changements, enfin c'est marrant, non mais ces histoires qui peuvent arriver. Tout à fait. Et donc faut être prêt. Donc voilà, c'est bien qu'il. Alors par contre, Hitomo, il devait rouler dans la Toyota. Je sais pas s'il a fait ses tours. Ah non, pour moi il n'a pas fait ses tours. Hein. Bah, pour moi, ah si, tout à fait, tu as raison, excuse-moi. Voilà, dans la numéro 8, il a roulé. Prévu qu'il fasse ses tours aujourd'hui. Parce que ils veulent le qualifier pour l'année prochaine, puisque comme je l'ai dit, ça c'est des infos que j'avais données comme ça, mais je pense que Mike Conway sera retraité l'année prochaine et que c'est Miyata qui prendra la place, ou pas. Puisque du coup, vu qu'il fait pas Le Mans cette année, est-ce qu'ils vont pas lui offrir un jubilé? Je sais pas. C'est vrai. Mais en tout cas, ce qui est rigolo, c'est que chez Toyota, ils ont fait rouler tous leurs pilotes dans les deux voitures. C'est assez incroyable. Okay. Ils ont fait rouler Buemi, Hartley, Hirakawa, ça c'est normal dans la 8, Lopez et Miyata. Et dans la 7, ils ont fait rouler Lopez, Kobayashi, De Vries, Buemi et Miyata. Par contre, ils ont pas les voitures, je sais pas, peut-être, mais elles avaient pas tous les noms des pilotes. Tu sais, moi j'adorais ça au Mans aux années 90 où tu avais 4 noms par voiture. Ah, j'ai pas vu. Et je vois que chez Porsche, effectivement, tu as raison, ils ont fait ça aussi avec Dan Cameron. Qui a roulé sur la 6, qui a roulé sur la 4 et qui a roulé sur la 5. Bon, lui, Dan Cameron, oui, alors Dan Cameron, si tu veux, je l'ai croisé. Bon, il avait le sourire, mais enfin, il aimerait mieux être au volant, quoi. C'est être remplaçant, quoi. Après, c'est une équipe de Champions League, donc t'es remplaçant, c'est un remplaçant de luxe déjà. Oui. Mais devant toi, t'as les titulaires, t'as le 5 majeur, quoi. En l'occurrence, le 9 majeur. Donc ça, pas facile. Et alors, en concluant, j'allais dire, sur cette partie hypercar et sur cette partie pilote qui sont de réserve, pilote remplacés, et on va évoquer Alpine puisque je les ai nommés tout à l'heure. On est très heureux de retrouver Ferdinand Habsburg qui est bien là, qui est peut-être pas en forme à 100%. En tout cas, il ne nous a pas montré qu'il avait des difficultés. Hein, donc, il a la motivation en tout cas. Il a la motivation, il a le sourire. Je l'ai félicité d'être prêt à temps et il m'a répondu de façon très cordiale et chaleureuse parce qu'il est vraiment toujours très sympathique. Il sera bien là dans la voiture numéro 35 avec Paul Louchatin et Charles Milesi. Donc chez Alpine, j'allais dire, on est plutôt confiant. C'est vrai que l'équipe de Philippe Sino a bien travaillé. Je pense que le fait qu'il y ait Oreca aussi derrière joue en leur faveur. Moi, je dirais quand même qu'il faudra surveiller les Alpines. J'ai toujours un petit je sais que tu as cette attirance pour Alpine. Je l'ai moins. Je l'ai déjà dit. Je le sens moins, le projet. Mais en fait, je pense qu'à terme, ça va fonctionner. Le moment, c'est un châssis Oreca, c'est Alpine. Comme les Ferrari. Voilà, et puis c'est Philippe Sino, l'équipe de Philippe Sino qui est derrière, où ils n'ont pas l'habitude de perdre. Donc ça va fonctionner à un moment ou à un autre. Je pense qu'il y aura des ajustements à faire, je l'ai déjà dit, j'ai pas envie de nommer, mais je pense qu'au niveau pilote, on n'est pas sur une sélection. Ça pourrait être mieux, tu vois ce que je veux dire. Après, c'est une première année, et je pense que déjà, ils vont démontrer des choses. Ils ont un bon mix. Si le Mecachrome, tiens. Ouais. Si le Mecachrome va jusqu'au bout. On va voir ça. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas trop de risque au niveau fiabilité. On va voir parce que 6h, 8h, c'est quand même très différent. Moi, j'ai pleinement confiance dans l'enveloppe, si tu veux. Non, mais je comprends. Le châssis Oreca, la préparation, la minutie, le sérieux qu'on connaît de l'équipe de Philippe Sino. Ah, mais là, je signe tout de suite. Non, mais c'est ça. Mais il y a des trucs, c'est une nouveauté. La dernière fois qu'on a vu un bloc Mecachrome au Mans, je crois que c'était 2019, sur une BR1 ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. Bon, ça, voilà. Ouais, c'est vrai. Non, mais on va voir. Donc j'ai cité Ferrari et Oreca, évidemment, c'est en GT. Hein. On va anticiper les choses. Mais avant cela, puisqu'on parle d'Oreca, ça me fait la transition, évidemment, puisqu'on va parler de l'LMP2, la Oreca Cup, comme tu aimes l'appeler. Non, mais en vrai, voilà, dans le dernier épisode, j'ai dit de la monotonie, c'est de la monotypie. Oui, tu vois, mais moi, je le répète encore pour les gens d'Oreca, peut-être qui nous écoutent dans ce podcast Endurance Club, j'aime beaucoup le fait que ces voitures, ces LMP2, soient finalement toutes les mêmes. C'est pas initialement prévu. On sait que les Ligier sont très efficaces aussi, et que il y avait les Ginetta, c'est ça
Ouais, alors il y a eu Riley aussi qui était venu au début. Enfin, oui. Donc voilà, il y a une possibilité. Les Dallara, bien sûr, évidemment, qui bossent avec BMW. Tiens, d'ailleurs, je ne les ai même pas cités en hypercar. Et Cadillac. Dallara, c'est un châssis. Cadillac, c'est un châssis Dallara aussi. Ah, ok. Voilà. D'accord, tu vois, j'avais même oublié. Mais putain, alors là, couper, on va couper. On coupe. Bon. Alors le LMP2, on peut faire des petites erreurs. Bon, voilà. Le LMP2, qu'est-ce qu'on a? On a United devant. Alors, ce que j'allais dire, moi, sur le LMP2, c'est que je trouve que c'est très difficile de vraiment tirer un enseignement parce que j'ai l'impression que personne n'a montré son jeu. C'est encore pire qu'en hypercar. Oui, moi j'ai l'impression. C'est vrai que les écarts sont costauds. Ah mais c'est n'importe quoi. Moi je dis United avec la 22, avec Björg Garg et Oliver Jarvis qui ont fait 3.35.9. Et derrière tu te retrouves avec, je sais pas par hasard, une voiture de chez la numéro 14 avec Deletra, Queen et Hayet en 3.37.3, mais fait dans la séance numéro 1 qui était finalement moins efficace. Non mais ça n'a aucun sens. C'est vrai que c'est la catégorie dans laquelle il y a le plus de voitures qui n'ont pas... Enfin, non, je regarde, il y en a 2. Ouais, c'est comme en GT3 et non. Des voitures qui n'ont pas amélioré dans la deuxième séance. Après, je pense que le LMP2, on va pas se mentir, il y a quand même aussi un peu moins d'intérêt à aller chercher la perf pour être en séance d'hyperpole. Tu sais, à aller chercher le meilleur temps absolu. On l'a vu l'année dernière, la victoire Inter-Europol. Cette victoire à la préparation, cette victoire au setup, à la construction de la course. Je pense que là, on a roulé pour comprendre la piste, régler. Il commence à la connaître, cette piste, avec cette voiture. Mais ça va peut-être aller chercher dans les détails. Je pense qu'il y a eu beaucoup de simulations de long relais. Aussi, les pilotes qui débarquent et qui n'ont jamais roulé ici prendre leur marque. Mais à mon avis, la performance est vraiment au second plan dans cette catégorie. Tu vois, c'est pas, contrairement au GT3, où là, il y a les deux, c'est-à-dire qu'il faut prendre les marques, mais il faut aussi aller chercher la performance. Donc je pense que chaque catégorie a vraiment une approche différente, et le LMP2, effectivement, c'est peut-être celle où il y a eu le moins de recherche de perfo, quoi. C'est là où c'est le plus difficile, je te dis. Pourtant, en ELMS, j'ai l'habitude de commenter ces courses. Oui, tu retrouves pas ta hiérarchie que tu peux avoir. Et honnêtement, je pense vraiment que jusqu'au jeudi soir, on saura pas vraiment quelle hiérarchie sortir. Et j'allais même dire, même dans la course, en fait, vraiment, j'ai du mal sur les 16 voitures, à tel point que dans le paddock, j'entendais dire une LMP2 Pro-Am peut gagner au général, et je le pense aussi dans cette catégorie LMP2, j'entends. Et puis après, tu as aussi des poissons, j'allais dire. Enfin, on a que des équipes qui ont vachement d'expérience et qui peuvent sortir. Enfin, elles ont toutes déjà au moins gagné, quasiment toutes, on va dire. Ouais, oui, au moins une manche LMS, en tout cas, qu'ils se battent aux avant-postes. En IMSA, en P2, tu vois. Donc laquelle sortira, effectivement, non, faut pas qu'on épilogue trop parce qu'on c'est compliqué sur cette catégorie. Là, honnêtement, on serait dans le faux, j'allais dire, si on épiloguait là-dessus. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que plusieurs voitures de la catégorie LMP2 ont été prises dans des incidents aujourd'hui. La 37 est sortie de la piste assez violemment, mais heureusement, le châssis n'est pas touché, donc c'est Lorenzo Fluxa qui était au volant. 2 sorties de la 47 de chez Cool encore, ils ont 2 voitures, mais 3 sorties en 2 voitures, avec Navin Rao notamment sur une, et j'avoue que je ne sais pas la deuxième sortie, quel était le pilote au volant. Mais attention, là déjà chez Cool, il y a du petit bois, il vaut mieux que ça sorte maintenant que pendant la semaine, on va dire, mais c'est déjà une alerte, j'allais dire, chez eux, qui se battent pour la victoire. Et puis on a eu Stéphane Riquelme qui, a priori, on n'a pas eu d'image, mais s'est fait taper à Indianapolis par l'arrière et par l'arrière droit. Je crois que c'était une GT3, mais encore une fois à vérifier, parce que malheureusement nous n'avons pas d'image de la télévision puisque c'est une journée test, et il est allé toucher le rail à l'avant gauche, donc pas trop de dégâts sur la voiture de chez Vector, mais dommage pour Riquelme et ses équipiers qui ont eu moins de roulage. Alors tu vois, petit élément aussi, puisqu'on peut faire une transition vers le GT3, petit élément aussi qui est important, c'est la première année où on a des GT3 au Mans. Oui. Et le différentiel de vitesse, tu veux dire ? Ouais, ça change des choses. J'ai lu, plusieurs pilotes anticipent le fait que, puisque les GT3 ont de l'ABS, contrairement aux GTE qui ne l'avaient pas, les GT3 vont freiner plus tard, plus fort. Le comportement est aussi différent en matière de vitesse. Alors ça, où précisément il y a des gros différentiels de vitesse, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que là, les temps autour, c'est une journée test, encore une fois, on remet des guillemets, mais les temps autour, c'est 4 minutes. On était sur une marque largement inférieure. 3-5 ans, je dirais même un petit peu moins à GTE. Et puis à la grande époque des GTE Pro avec Bruni qui faisait son tour qualif, on était en 3,46, 47 de mémoire. Donc il y a ce changement-là de vitesse. Ils ont pas mal de vitesse de pointe en GT3, mais il y a ce comportement en virage où finalement on freinait plus tard. Et c'est Louis Deletra qui expliquait ça, je crois.
que ça va être plus compliqué, par exemple pour les piquets au freinage. Il va mieux falloir anticiper, même en LMP2, faire du lift and coast. Alors, c'est pas comme l'hybride où tu dois gérer de la récupération, mais pour consommer moins. Voilà, tu vois une GT3, tu te dis, ok, il est à cet endroit-là, ça sert à rien que je risque le diable, je lève et je le prendrai en sortie. Je pense à Mulsanne, à Arnage, à des choses comme ça, quoi. D'autant plus qu'on va rappeler, justement, puisqu'on est sur cette partie vitesse et sur ce règlement, les LMP2, elles sont limitées en performance par rapport à l'ELMS, comme l'année dernière en fait en WEC. C'est vrai. Et donc elles ont un réservoir plus petit, elles vont devoir s'arrêter plus souvent, elles ont des puissances moindres. Donc voilà, avec les GT3, il faudra quand même se méfier. On va suivre ça. Et puis il faut aussi préciser, et je crois qu'on l'a pas précisé dans le précédent épisode, parce que c'était pas le but, on revenait sur l'entry list des 24 heures. Les pneumatiques, va falloir les surveiller, puisque comme il n'y a plus de couverture chauffante et de cabane de chauffe, eh bien il faudra respecter une pression minimale, un peu comme en MotoGP, où en fait il va falloir donc bien s'assurer que les pneus sont suffisamment gonflés, mais pas trop, en course j'entends, pour ne pas arriver dans une fenêtre trop basse, et auquel cas être pénalisé. Donc là en GT3 il va y avoir double enjeu vraiment, à la fois la chauffe des pneus et de rester dans cette fenêtre finalement de pression. Alors là tu vas me faire repartir sur les hypercars par contre, parce que le sujet des pneumatiques il va être aussi central, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux conditions météo et notamment par rapport à la température. Bien sûr, surtout s'il pleut. Et puis au Mans on n'a pas de pneus intermédiaires, c'est-à-dire que ça va être c'est binaire, hein. Tu choisis parmi les différents composés on appelait ça quoi, la tendresse. Tendreté. La tendreté, voilà. La tendreté de la gomme, soft, medium, hard, etc. Donc le composé. Et sinon après tu bascules sur des pluies. On n'a pas des slicks retaillés, on n'a pas des choses comme ça. Donc il va falloir faire des choix. Et même à l'intérieur de la gamme de pneus Michelin en hypercar et Goodyear dans les autres catégories, il va falloir aussi trouver celui qui correspond au bon moment sur la piste. Et ça les pilotes en parlent dans le sens où s'il fait frais et que par exemple tu te retrouves derrière une voiture de sécurité ou que le circuit est neutralisé, il y a un full coursiello, tu n'arrives pas à mettre beaucoup de température dans tes pneus. Et donc il va falloir rapidement repartir. Si tu es rendu dans ton deuxième ou troisième relais et que les pneus sont déjà un peu chauds et usés, ça peut être plus simple pour certaines voitures. Chez Porsche apparemment ils n'ont pas l'air d'avoir peur de ça. Et chez Cadillac, si tu te retrouves dans ton troisième relais, les pneus ont perdu vachement en température et d'un seul coup le full coursiello est enlevé et il faut envoyer, ils peuvent avoir du mal à repartir, tu vois. Ça va être un phénomène qui va être très compliqué à observer, je pense, parce que les équipes vont pas communiquer tout de suite en détail. Il va falloir être fin et essayer de comprendre si c'est vraiment ça. Donc chez Michelin et chez Goodyear, on va travailler dur, quoi. C'est ça que tu es en train de nous dire. Et voilà. Et puis surtout, j'ai entendu que chez Michelin, on prenait cette édition très au sérieux, mais ça, j'allais dire comme d'habitude, mais que l'année prochaine, il y avait l'objectif peut-être de proposer aux équipes de faire 4 relais en hypercar de base et pourquoi pas viser un 5e relais. Comme il se faisait à l'époque des LMP1, on se souvient de Benoît Tréluguier notamment. Oui, j'en parle tout le temps parce que dans le podcast, il m'en parle justement dans Trajectoire. Mais tu vois, ça va aussi, c'est pas pour cirer les pompes de Michelin, mais tu sais, il y a beaucoup de bashing autour de l'automobile sur le fait que Total Energy, c'est une boîte qui pollue. Ouais, Total, c'est quand même un pétrolier, un géant qui investit de l'argent. Bien sûr. Assez ou pas assez, chacun se fera son avis, mais en tout cas, qui essayent de développer des carburants alternatifs. Ouais, pour l'avenir. Là où plein d'autres pétroliers américains ne le font pas. Donc tu vois, je dis pas qu'ils sont en train de faire des choses propres. Non, mais d'ailleurs en WEC, c'est un carburant qui est éco-responsable. Et tu vois, Total par exemple fait ce genre de choses. Michelin, s'ils sont en train de développer des composés qui intégreront plus de matières recyclées et qui en plus pourront durer 5 relais, ça va dans le bon sens pour le sport. Tout à fait. Ça restera toujours un sport qui a un impact. Oui, mais ça. Mais en tout cas, les partenaires essayent de travailler dans le sens pour améliorer ça. Et c'est vraiment un travail de fond. Et je pense que c'est assez compliqué. Pouvoir proposer aux équipes l'année prochaine, s'ils y arrivent, de faire 5 relais avec des pneumatiques en sécurité. C'est-à-dire, c'est pas on est rendu au 5e relais, il y a un risque de crevaison à chaque virage. Non, surtout pas. C'est le faire en termes de sécurité. Je pense que ça demande beaucoup de R&D. D'ailleurs, le fait que les couvertures chauffantes et les cabanes de chauffe ne soient plus en place, c'est aussi dans cette mouvance-là. Goodyear et Michelin sont dans cette optique. Ça joue sur des détails entre guillemets. Les cabanes de chauffe, tu vois, c'est un truc visuel, donc effectivement c'est une pollution et c'est quelque chose qui était qu'on peut enlever, dont on peut se passer. Disons que c'est une dépense énergétique qui vaut pas forcément le coup. Donc voilà, moi je trouve que ça va dans le bon sens. Est-ce qu'on se parle un peu des GT3 alors, oui. hiérarchie ? Allons-y.
Parce que CGT3 justement, et c'est assez surprenant pour être souligné, eh bien c'est une voiture de chez TF Sport, la Corvette justement, qui nous offre toujours de belles sonorités, qui a signé le meilleur temps pour seulement 37 millièmes de seconde sur la voiture de chez Heart of Racing Team, la voiture donc de James Mancinelli Riberas, une Aston Martin, et derrière je vais aller plus loin avec donc deux voitures, une BM, qui sont à 0,00 de l'une de l'autre. Elles ont fait le même temps. Surtout on peut continuer, puisque là tu déroules effectivement une Corvette, une Aston Martin, une BMW, une Lexus, une Lamborghini et une McLaren. Ça c'est quand même vraiment beau, parce qu'on a 5 constructeurs différents aux 5 premières places. Donc ça renvoie, je devrais ajouter des petites notes, ça fait un renvoi à l'épisode où on parlait du GT et du renouveau avec le nombre de constructeurs, donc il y a 9 marques différentes. Tout à fait. Alors j'ai plus le chiffre en tête, parce que si tu cumules les constructeurs qui sont en GT et ceux en hypercar, alors il y en a 14. 14 au global, bon voilà, merci. Ah, on est là pour les chiffres, monsieur. Ouais, heureusement on est là. Mais ça c'est top, et vraiment, encore une fois je le dis, mais j'ai eu l'occasion un peu de regarder depuis ma longue vue, depuis ma fenêtre, de voir les voitures passer aujourd'hui. Bah, t'as une vraie diversité, c'est incroyable quoi. Alors on perd un peu en sonorité parce qu'on n'a plus le flat 6 totalement libre comme on l'avait avant chez Porsche. Mais tu vois passer des McLaren, waouh. C'est vrai. Et ben j'en parlais avec Grégoire Saucy justement, c'est quand même mythique. Il est dans cette McLaren. Carrément. Sur le circuit du Mans, c'est ses premières 24 heures et il disait mais voilà, je suis comme un gamin quoi. Pour le gamin que j'étais à l'époque, tu vois, le stand est pas très loin, je l'ai en visu, où tu as le orange symbolique de McLaren, tu vois. Voir ça, je trouve ça fou. Et puis derrière, alors il y a des voitures, ça fait un peu bizarre, et j'en parle avec d'autres personnes avec qui j'écris pour le site officiel cette semaine. C'est vrai que quand tu vois des Mustangs, quand tu vois des Lexus, il y a un petit côté parfois 24 heures du Nürburgring, on va pas se mentir. Il y a des voitures, on est plus dans du tourisme que dans du grand tourisme, tu vois ce que je veux dire. Ok, je suis d'accord. Bah c'est sûr, quand il y avait des Ford GT, c'était pas la même. Ah bah tu passes d'une Ford GT qui était un prototype déguisé à une Ford Mustang qui est une voiture de route. Encore une fois, j'ai rien contre Ford. Ah mais moi j'adore. Mais oui, mais alors moi j'aime bien sur la route, mais alors là c'est Ford Mustang, franchement je suis pas fan. Hein. Ah ouais. Ah ouais, non. Moi j'ai connu l'époque des Salines, tu vois, 96, 97, donc ça me choque pas trop. Mais bon, c'est vrai que la transition elle est brutale. Ouais. Quand tu voyais les 911 l'année dernière qui étaient affûtés, qui étaient pareil, c'était des voitures où c'est des protos. Tu leur mettais la puissance d'un proto, voilà, c'était comparable. C'est vrai. Là, on est redescendu, mais moi j'adore parce qu'il y a cette diversité, quoi. Alors moi, je trouve quand même, oui, on est redescendu si tu veux sur le côté intrinsèque de la performance, mais je trouve qu'on est plus dans ce côté Le Mans avec le GT face au proto. Moi, je trouve ça vraiment, c'est l'esprit Le Mans pour moi. Ouais, on en avait discuté. Après, moi. Si tu me donnais les clés, si demain Pierre Fillon me demande mon avis ou Vincent Toi, tu mets que des protos, toi. Non, au contraire. Non, mais si Vincent Beaumenil ou Pierre Fillon demandent mon avis, je vais leur donner. Moi, Thierry Bouvet aussi, il va te dire. C'est vrai. Je mettrais des GT où au Mans, elles auraient de l'aéro et où on aurait un kit Le Mans pour avoir des GT qui soient 15-20 secondes de moins, tu vois, et qui puissent jouer la lutte avec des prototypes que tu ralentis peut-être un petit peu s'il faut, mais... Et par contre, enfin voilà, avoir cette bataille... ça te dérangerait pas d'avoir une victoire GT, mais comme on a eu en 95 avec McLaren, mais à la régulière, je veux dire. Et ouais, parce que du coup, tu aurais dans la catégorie GT, Porsche ferait un choix. Ils n'auraient pas des 963 et des 911. Ils se diraient, ok, on a la possibilité de gagner avec une voiture qui est notre modèle de route, mais coursifiée à mort, refaire une Moby Dick, refaire un, tu vois. Évidemment qu'ils foncent. Ok. Et puis l'année d'après ou dans 3 ans après, ils en font une version un peu différente, ils revoient l'arrière, j'en sais rien. Et puis à côté, tu as des constructeurs qui choisissent la voie du prototype ou des artisans. Ça pourrait aussi, là je parle, je ne souhaite pas, mais il y a peut-être un jour où les constructeurs vont un peu plus partir et déserter. On n'aura pas toujours des 2024 en termes de... Moi je l'espère. Hein. Moi je l'espère aussi, mais tu sais, il y a aussi ce phénomène de cycle où je trouve ça intéressant, l'approche plus artisanale et des gens qui construisent des prototypes. Alors dans leur garage ou dans des... Tu vois, ça se fera moins, c'est sûr, mais moi j'aimerais bien cette dualité prototype GT, je pense que ça fonctionnerait bien en vrai. Les constructeurs seraient clients, ou alors tu leur imposes de faire les deux. Porsche aurait les moyens de faire les deux. Ouais, c'est vrai. Regarde en 96, 97. C'est vrai. Bon bah c'est Porsche qui gagne, mais c'était pas celle qui voulait gagner. Tu vois, non, on est d'accord. Ah, c'est assez intéressant. Bon, en tout cas, c'est toujours pareil hein, en catégorie GT3 comme, enfin en LM GT3 pardon, comme en LMP2. Moi, j'ai vraiment l'impression que voilà, on a caché notre jeu, on a les meilleurs, donc on le disait. À chaque fois. Non, mais c'est vrai. Hein, c'est vrai, tu crois vraiment?
Bah, je suis trop jeune. Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois les mecs ne cachent pas leur jeu. Tu vois. Attends, alors moi je veux bien être. Pour moi, on me dit que je suis crédule. Mais là, quand je vois la Lexus de chez Acodis ASP, alors j'aimerais beaucoup pour l'équipe de Jérôme Polican, mais se retrouver en 5e position, c'est ça, si je dis pas de bêtises, même pas 4e, et que tu retrouves des Porsche Manthey, excuse-moi, en 61e et 62e position, donc en 22e et 23e position de leur catégorie à 3 secondes. Permets-moi de douter, excuse-moi. C'est vrai que niveau aéro, c'est un peu... Oui, c'est vrai. Tu vois, et pour le coup, je pense que Porsche a moyen de faire le doublé LMGT3 et Hypercar cette année, si ça se goupille bien. Donc voilà, on est dans un petit peu les cartes qui sont un peu rebattues. Bon, ce qui est bien, c'est que la Lamborghini que tu as évoquée, c'est celle des Iron Dames quand même, qui a eu les faveurs du public pendant le pesage, qui se retrouve alors, derrière la numéro 60 de Cressoni Schiavoni Pereira, mais quand même dans le top 10. Donc cette 85 avec Bovi Gatting et donc Raël Frey qui remplace Dorian Pin. Non mais ça se tient en très peu de... Il y a un très faible écart dans la catégorie. Là aussi, c'est une catégorie qui est réglée par une balance de performance. Donc voilà, ça c'est ce qui fait qu'il y a tant de constructeurs, bien sûr, entre guillemets. Bien sûr, donc, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas de Success Ballast au Mans. C'est-à-dire que les résultats précédents de la saison ne jouent pas. Donc il n'y a pas une voiture qui est plus pénalisée qu'une autre parce qu'elle a fait des bonnes performances. Tout à fait. Donc là, on est sur on n'est pas sur une compétition pure puisqu'il y a une balance de performance qui vient équilibrer, mais la balance de performance, et je vous jure, pour en parler beaucoup avec les organisateurs, en coulisses, entre guillemets, avec les gens qui œuvrent à ça, c'est compliqué. Ah mais c'est un casse-tête. Mais il y a une vraie volonté derrière c'est pas une volonté que tout le monde soit au même niveau, c'est une volonté de donner à chacun les chances d'exploiter ensuite sa voiture. Exact. Et je l'ai déjà dit, mais je me fais la voix des organisateurs parce que, évidemment, à chaque sortie là-dessus, il y a plein de gens qui vont critiquer ou qui vont... Voilà. Mais la vraie volonté derrière, c'est de donner à chacun les capacités d'exploiter sa voiture. Et si tu y arrives moins bien, tu seras moins bien. Donc en GT3 comme en Hypercar, et même en LMP2, j'allais dire, en LMP2, c'est toutes les mêmes voitures, mais on le voit, c'est souvent les équipes qui ou innovent ou connaissent parfaitement leur matériel, bien sûr, qui font la différence. Donc oui, elle est critiquable, la BOP, et oui, il y a des constructeurs... Non mais tout est critiquable. Il y a plus de poids, il n'y a pas assez de puissance. On est d'accord là-dessus, mais il y a vraiment cette envie de tendre vers le meilleur potentiel possible au départ, tu vois. Non, je suis d'accord. Et je pense que ça va bien marcher, parce que les discours, enfin, t'as eu au pesage, t'as eu l'occasion, j'imagine aussi, d'évoquer ça, mais il y a quand même ce match qui n'est plus un match à deux entre Toyota et Ferrari qui se dessine. Il y a un match entre Toyota, Ferrari, Porsche. Ouais. Moi je dis Cadillac quand même. Tu rajoutes ton Cadillac, bon, mais en tout cas déjà ça fait beaucoup de voitures puisqu'il y a 3 Ferrari cette année contre 2 l'année dernière. On a 6 Porsche, ok. On a toujours les 2 Toy. Tu rajoutes les Cadillac, il y en a 3. J'ai pas eu le temps de compter. Ça fait beaucoup de voitures qui peuvent prétendre à la victoire. C'est vrai. Donc ça va être top. Ça va être top et en catégorie GT3 aussi. Alors même si on n'a pas vu les Ferrari quand même qui sont en plus grand nombre, j'allais dire numériquement, mais ces Ferrari, je dirais comme les Porsche, cachent un peu leur jeu en LMGT3. Donc peu de choses à noter, j'allais dire, dans ces deux catégories, même en hypercar d'ailleurs, sur la hiérarchie. Mais en tout cas, comme on l'a dit, c'était une bonne séance de travail. C'était aussi une manière pour certains pilotes de pouvoir prendre la mesure de ce circuit du Mans. Pas pour tous, parce qu'il y en a plusieurs qui se retrouvent donc soit en DTM. Sheldon Van der Linde par exemple était là ce matin et il est reparti pour faire sa course. Ils sont 6 ou 7 d'ailleurs à avoir fait ça, je crois. Et il y avait aussi des pilotes d'ailleurs qui, à l'heure où on enregistre, sont à Road America. Romain Grosjean, Scott Dixon, Alex Palou, entre autres. Exactement. Kiffin Simpson, bien sûr aussi. Donc il y a des dérogations, puisque Alex Palou, par exemple, il est rookie. Oui, non, il était pas là l'année dernière. Non, peut-être qu'il est rookie. Non, tu as raison. Donc et il va faire. Alors, ce qui veut dire que comme Jack Hawksworth, il va faire sa séance de simulateur demain ou après-demain. Voilà, et puis il doit y avoir... Bon, après, il a le niveau, hein. Mais voilà, les organisateurs savent aussi parfois... c'est pas contourner le règlement, c'est adapter le règlement bien sûr. Quand tu as ce genre d'engagement, quoi. Pour qu'on ait le plus de potentiel. Il est pas mal, le plateau, hein. Pilotes. 186 pilotes en tout pour cette 92e édition des 24 heures. On se régale d'avance et franchement on a vécu une belle journée. On a eu pas mal d'enseignements, même si encore une fois on le dit, la hiérarchie qu'on voit sur les classements n'est pas vraiment celle que l'on aura dès mercredi pour les premiers essais, parce que là on rappelle, le lundi, le mardi c'est off on va dire, et c'est média pour les pilotes. Le lundi c'est plutôt
c'est un peu séance, tu sais, pour les pilotes, hein, je parle, enfin toi je sais pas ce que tu as prévu, mais pour les pilotes c'est un peu séance sport. Oui. Ils sont pas beaucoup là. Marcher, ça va aller faire du vélo, ça va. Mardi c'est plus le Media Time où il y a pas mal d'opérations qui sont organisées, notamment avec les journalistes, mais aussi des opérations d'activation, tu sais, en interne pour les constructeurs. Et puis mercredi, par contre, c'est chose sérieuse. À ce niveau-là, je te dis, hein, pour la CO, parce que je travaille pour l'Automobile Club de l'Ouest cette semaine, on voulait avoir Mick Schumacher et Valentino Rossi. On peut dire que c'est deux des personnes qui sont les plus demandées. On a des créneaux de 5 minutes et il ne faut pas dépasser. Hein. Donc là, pour eux, c'est chaud. D'ailleurs, Valentino Rossi, avec cette BMW, et juste derrière les Iron Dames, donc sur cette BM qu'il partage avec Maxime Martin et avec Amanda Larty. Tu fais le point Rossi, ça c'est un truc. Bah oui. Non mais c'est bien. On est obligé. J'ai pas fait le point Mick Schumacher, attends. Oui, non, mais c'est bien. Mais les médias, c'est vrai que j'ai vu dans la plupart des médias, il y a ce point Rossi. Honnêtement, c'est frustrant pour les autres. Hein. Ouais, parce que j'en ai parlé avec BMW et donc je ne citerai pas la personne avec qui j'en ai parlé, mais un pilote, tu veux dire qui... non, quelqu'un de l'équipe. Et en fait, même pour la séance d'autographe, ils font exprès de placer Rossi en fond de ligne pour que au moins les autres pilotes aient des demandes d'autographe et de signature, parce que sinon tout le monde viendrait sur Valentino et plus personne sur les autres. Je suis très étranger au monde du MotoGP, mais j'ai jamais suivi de course de MotoGP. Hein, bon bah regarde, c'est génial, attends. Oui, non mais je sais, mais mais ce que je veux dire, c'est que la Rossimania, je la comprends, j'ai déjà expérimenté en GT World notamment. J'étais sur une manche de GT World où il y a, enfin, je veux dire, moi j'ai toujours connu des gens qui, ça y est, je sors une vieille anecdote. J'ai connu des gens qui attendaient Mario Andretti quand il roulait chez Courage, tu vois. Ouais, qui attendaient pour avoir un autographe, mais ça restait confidentiel et c'était un truc un peu de passionné. La Rossimania, moi je l'ai vu au Ricard en GT World, où tu vois, moi je passe, tu vois, avec j'ai l'accréditation pour passer entre guillemets, donc voilà, et je sors et je comprends pas, et t'as 300 personnes habillées en fluo avec des drapeaux qui attendaient juste d'apercevoir. Ah mais c'est incroyable, et il n'a même pas le temps de s'arrêter. C'est-à-dire que je l'ai vu l'année dernière quand il a fait justement Road to Le Mans et qu'il a gagné Road to Le Mans la deuxième course avec Jérôme Polican, et c'est vrai, ça c'était dingue. Et ben en fait, si tu veux, il a pas une seconde à lui. Et j'ai vu des gens pleurer au passage de Mick Schumacher là tout à l'heure. Ok. Hallucinant. Tout à l'heure au pesage. Enfin, en tout cas, ça fait appel à beaucoup de sentiments et des sentiments très forts. Donc c'est assez. Pour plein de raisons, il porte un truc. Sa présence ici, elle est importante et elle véhicule quelque chose de fort. Donc, mais c'est bien. Et tu vois, la ferveur populaire a déjà commencé avec le pesage. Bien sûr. Il y a eu aussi, juste un petit mot avant qu'on conclue, mais il y a eu aussi une initiative que je trouve top, qui est le roulage en centre-ville. Oui. Ça a bien plu. Ça avait déjà été fait l'année dernière, mais de manière un peu plus limitée, avec 7 ou 8 voitures de mémoire, dont la NASCAR. Là, il y avait 20 voitures, et sur un parcours de 2 km. Et Louis Deletra, dans la LMP2, a fait le spectacle parce qu'il chauffait le public, c'était incroyable. Voilà, c'était comme Julian Handlauer l'année dernière, un peu avec la Porsche qui burnait sur les lignes de tram. Et moi, j'adore, enfin, tu me connais, on en a déjà parlé, ce mix, voir des voitures dans les rues, je trouve ça génial. Parce que justement, là, on peut vraiment se projeter et imaginer des choses, donc... Je trouve que c'est une super initiative et on m'a dit que c'est quelque chose qui est amené à être pérenne, à être répété. Ça c'est génial. Et voilà, ça sera un nouveau rendez-vous quoi. Et je pense que c'est en ça que 2023, 2024, puis 25, 26, 27, 28 vont s'inscrire dans la durée parce que les gens, ils ont besoin, je pense, depuis le centenaire en tout cas, de cette proximité avec les voitures et les pilotes. Ah oui, non mais carrément. Et puis c'est sold out, on le rappelle. Hein. La billetterie, il n'y a plus une place de dispo. Donc il y a des gens qui sont déjà en train de se dire qu'ils loupent cette année, qui seront l'année prochaine. Arrête, va pas leur rappeler. Et sur l'application WEC, il y a possibilité de retrouver des commentaires et dont nous deux, on va un petit peu œuvrer. Mais pas que, il y aura Jacques Lenis, il y aura évidemment aussi Tristan Gommandi qui sera là, Olivier Jacquemin aussi. Et puis des invités qui nous feront le plaisir de venir. Donc voilà, ça va être fou. Et puis sur le site lemans.org. 24h-lemans.com, monsieur. Le Mans.org, c'était à l'époque. Sur 24h-lemans.com, et il y a des articles tous les jours, effectivement, puisque c'est l'instant promo. En fait, c'est quoi ton actu? C'est quoi ton actu? Tu fais quoi cette semaine? On a une semaine un peu chargée. Non, mais voilà, tu me tends la perche, alors je la saisis, 24h-lemans.com, le site officiel, où il y a les résumés de séance, où il y a des articles un peu aussi sur les enjeux pour les différents constructeurs, et puis des portraits. Tu t'évoquais Romain Grosjean, tu vois, j'ai pour mission, mardi, je croise Romain Grosjean, et j'ai pour mission de faire un portrait, de saisir un petit peu les enjeux de cette participation, la première depuis 2010. Donc voilà, il y a du travail pour essayer d'aller gratter comme ça des infos pour les gens qui
qui sont fans des 24 heures du Mans. Bon, c'est top. Ben moi, petite pause dans mes podcasts cette semaine. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sortirai pas d'épisode trajectoire. J'ai déjà sorti celui d'Hervé Guillaumard. Donc voilà, c'est vrai que on va un peu T'es calmer. En mode best-of, c'est ça? Non, même pas. Même pas. Bah non, parce que j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Non, mais voilà. Après, c'est sûr que c'est la semaine de l'année. C'est la 24e semaine. Bon, on s'octroie une petite pause sur les podcasts, mais pas dans Endurance Club. Endurance Club, du coup, on va exploser les stats. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux. C'est le moment où on va dire qu'il faut. Ah oui, qu'on remercie tout le monde, c'est ça? Bah voilà. D'accord. Non, mais l'épisode, blague à part, l'épisode là que j'ai posté en fin de semaine dernière. Enfin, fin de cette semaine. Le 18e, parce que je tiens les comptes, monsieur. Non, mais je suis déjà décalé. L'épisode que j'ai posté vendredi où on décortique la liste des engagés et on donne nos pronostics. Si vous l'avez pas écouté, je vous invite à le faire parce que la voiture que je pronostique pour la victoire au général, je suis le seul apparemment à la pronostiquer. Oui. Donc allez écouter. Voilà. Mais j'ai bien aimé tes arguments. C'est l'épisode qui a fait le plus d'écoute, donc on vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter. Et voilà, il a fait un super démarrage en 2 jours déjà. On a fait plus d'écoute que d'autres épisodes. Donc, eh ben, n'hésitez pas donc à partager autour de vous, à nous mettre des petits commentaires, des étoiles. On adore ça, les étoiles. Non, c'est pas vrai, mais c'est juste que l'algorithme nous le demande, donc c'est pour ça qu'on se permet de vous demander. Nous, ce qu'on veut, c'est partager notre passion avec vous et de passer un bon moment dans l'Endurance Club. On a encore passé quasiment 1 heure ensemble, Geoffroy. On était parti pour une demi-heure. Les box sont en train de se fermer. Oui. Il y aura du bruit de fond, c'est sûr, pendant tout l'épisode. Oui, c'est sûr. Les box sont en train de se fermer. Non, mais ce qui est fou, c'est qu'on va veiller peut-être plus tard que certaines équipes. Non, pas chez Porsche. On a bien fait de choisir l'emplacement numéro 6 sur la banquette de la voie des stands parce qu'ils sont encore en train de bosser. Donc peut-être la voiture vainqueur dimanche, c'est ça que tu dis? Bah, on est potentiellement avec qui sera dans cette voiture, tu me le rappelles? Kevin Estre, André Lotterer et Lorenz Vanthoor. Bon, pour moi c'est fort. Hein. Ouais, je pense que ça va être fort. Bon, on va voir. Je mets une petite pièce quand même sur ma petite Cadillac. Non, mais Toyota sera dans le match et puis Ferrari aussi évidemment. Ah, voilà, donc, on est reparti pour une heure. Non mais non. Écoute, c'est fini, monsieur. Et puis, écoute, très bon épisode. Hein. On n'a pas tous les jours l'occasion d'enregistrer là. Hein, c'est non, c'est clair, on l'aura fait. Et ben, en tout cas, franchement, c'était un plaisir. Et puis, en plus, on aura des petites photos sur les réseaux sociaux. Là, je pense que Nicolas va nous permettre d'avoir de beaux souvenirs. Merci Geoffroy, c'était un plaisir encore. Merci Anthony, et puis on verra la semaine prochaine. Dans quelques jours, parce qu'il y aura peut-être des surprises cette semaine ou pas, on verra selon le temps qu'on a, mais on vous remercie en tout cas de faire toujours partie du club, de cet Endurance Club, et vous êtes, comme le disait Geoffroy, de plus en plus nombreux à le faire, donc on vous encourage encore une fois à nous mettre des petits mots de remerciement, des mots d'encouragement, des mots de soutien, parce que tout simplement on le fait pour vous, et on le fait pour partager cette passion qui nous anime. Bonne soirée Geoffroy. C'est pour ça qu'on le fait. Ah pardon, je te casse. Oh, ça va. Super conclusion. Voilà, ma conclusion était parfaite. Non, c'est pas vrai. Merci à tous en tout cas, toutes et tous, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Endurance Club. Salut.